Bienvenue dans ce premier module Déchiffrer la matrice. Dans ce parcours, nous allons découvrir comment, dès l'Antiquité, l'État a construit une fiction légale pour organiser, contrôler et gérer les populations. Comprendre la genèse de cette fiction est la première clé pour retrouver ton pouvoir en tant qu'être vivant souverain. Plongeons ensemble aux origines de la personne juridique. Nous sommes en 753 avant Jésus-Christ. Selon la légende, c'est l'année de la fondation de Rome. Mais c'est surtout au 5e siècle avant notre ère que la République romaine commence à organiser sa société de façon méthodique, à travers des lois écrites, les célèbres lois des 12 tables, rédigées autour de l'an 450. C'est là que survient une innovation majeure. Rome va distinguer deux réalités fondamentales, l'être humain vivant, que l'on appelle homo, et sa capacité juridique, que l'on désigne sous le nom de persona. Dans le droit romain, la persona représente le rôle, ou le masque, qu'un individu porte dans la société. Le mot persona vient d'ailleurs du latin personar, qui signifie littéralement « parler à travers un masque ». Ainsi, dès 450 avant Jésus-Christ, Rome codifie une idée révolutionnaire. Un individu n'existe légalement qu'à travers une fiction de droit. À partir de 27 avant Jésus-Christ, Rome entre dans une nouvelle ère, l'Empire. Sous Auguste, le premier empereur, l'organisation sociale devient encore plus rigoureuse. L'Empire romain étend sa domination sur des territoires immenses. Pour gouverner ces millions d'individus, une solution s'impose, gérer non pas des êtres humains, mais des statuts légaux. C'est à cette époque que la notion de persona prend toute son ampleur. Chacun est inscrit dans la société en fonction de son statut juridique. Citoyen libre, esclave, affranchi. Chaque rôle est codifié, enregistré, reconnu par l'administration impériale. L'être vivant est progressivement relégué au second plan. Ce qui compte aux yeux de l'État, c'est la personne que tu représentes. Rome a donc posé les bases d'une gestion des populations par l'identité légale. Une pratique qui, sans que nous en ayons toujours conscience, façonne encore notre monde aujourd'hui. Des siècles plus tard, ce modèle romain évolue avec la modernité. Au Moyen Âge, dans les royaumes européens, l'enregistrement de l'identité est confié à l'Église. Chaque naissance, chaque mariage, chaque décès est consigné dans les registres paroissiaux. En 1538, sous le règne d'Henri VIII en Angleterre, la tenue de ces registres devient obligatoire dans toutes les paroisses. Puis, en 1792, la Révolution française marque un tournant majeur. L'état civil devient laïcisé et centralisé. Ce n'est plus l'Église qui gère les identités, mais l'État lui-même. Objectif: contrôler les naissances, prélever des impôts, imposer des obligations militaires, et réguler la société. Ce modèle se diffuse partout dans le monde, porté par la colonisation, l'industrialisation et la mondialisation. Aujourd'hui, chaque être humain est inscrit à la naissance comme une personne juridique dans une base administrative officielle. Ton acte de naissance n'est pas seulement un souvenir. C'est la création officielle d'une fiction légale associée à ton existence. Dès lors, une distinction cruciale apparaît. Tu es un être vivant, doté d'une conscience, libre par nature. Mais aux yeux de l'État, tu n'existes que par ta personne morale, une construction juridique. L'être vivant est naturel, autonome, inaliénable. La personne morale est artificielle, soumise, régie par des contrats et des lois de l'État. Cette confusion est volontairement entretenue. Lorsque tu te présentes sans préciser ton statut d'être vivant, tu consens automatiquement à être traité comme une personne juridique. Ainsi, amende, convocation, jugement, impôt, tout repose sur l'acceptation implicite de jouer le rôle qui t'a été attribué à ta naissance. Reprendre ta souveraineté commence donc ici, en distinguant clairement ton être vivant de ta personne fictive. Un autre élément majeur éclaire la mécanique de la fiction juridique. Le droit maritime. Entre les 9e et 11e siècles, avec l'explosion du commerce en Méditerranée, naît la Lex Mercatoria, la loi des marchands. Cette loi vise à organiser les échanges entre commerçants, cargaisons et capitaines de navires. Puis, vers 1160, sont établis les rôles d'oléron, premier code maritime reconnu en France et en Angleterre. Au XVe siècle, les tribunaux d'amirauté sont créés pour juger les affaires commerciales sur mer. Le droit maritime traite des biens, des contrats, des marchandises. Pas des êtres humains. Et pourtant, en imposant à chacun un acte de naissance,
L'État assimile ta personne juridique à une cargaison déclarée. Un bien circulant sous la juridiction commerciale. Aux yeux de l'administration, tu es avant tout une propriété administrative. Gérée selon les règles du commerce et du droit maritime. Avant de passer à la suite, je t'invite à réaliser un premier exercice concret. Prends ton acte de naissance ou ta carte d'identité. Observe ton nom. Est-il inscrit en lettres majuscules? Analyse la façon dont le document te désigne. S'agit-il d'une description d'un être vivant, ou d'une identité administrative? Note toutes tes observations dans ton journal de bord. Ce sont les premiers indices tangibles de ta fiction juridique. Tu viens de découvrir l'une des clés fondamentales pour sortir de la matrice. La distinction entre ton être vivant et ta personne juridique. Cette prise de conscience est puissante. Elle ouvre la voie vers la souveraineté individuelle et la reconquête de ton statut naturel. Dans le module suivant, nous irons encore plus loin. Nous décrypterons les mécanismes de contrôle utilisés pour te maintenir piégé dans la fiction. À tout de suite pour la suite de l'aventure.